Bon alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais te la fractionner, en fait elle va se dérouler sur plusieurs jours pour moi, parce que je vais faire que des petites opérations à droite à gauche, donc du coup en fait je vais juste allumer la caméra quand il le faut. Donc bon, j'ai commencé à faire un petit peu de tri ici, un petit peu de place, parce que ça commence à être le bordel, et si moi je te dis que c'était le bordel, c'est que c'était vraiment le bordel. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de place pour que je puisse un peu voilà, tourner un peu autour du moteur, parce que là, ça va être que ça en fait, ça va être que tourner autour, remettre des petits supports, des petites conneries à droite à gauche. Donc voilà, faut que je puisse tourner autour tranquillement. Là, j'ai repeint les petits caches ici, du coup, je les ai remis tout à l'heure. Donc là, le silicone, il est pas encore sec, mais voilà, bon, le rendu est pas mal. C'est plutôt bien, de loin ça fera très très largement l'affaire, surtout dans une B-moteur ça sera encore mieux. J'ai resserré ça aussi, je lui ai mis son petit joint, donc je vais faire pareil pour celui-là. Donc voilà, je vais te montrer des petits détails comme ça. Et là, ce que je vais au moins faire là sur le coup, ça va être les couvre-culasses et les électrobandes de déphasage, avec leurs joints respectifs évidemment. Donc voilà, le but c'est vraiment de préparer un maximum de choses pour remettre le moteur. Donc là, aujourd'hui on est lundi. On est lundi soir et j'espère pouvoir remettre le moteur ce week-end dedans. Je vais voir, mais voilà, j'espère faire ça. Parce qu'après là moi je vais être tout seul du coup pour faire ça. Donc déjà tout seul pour renquiller la boîte sur le moteur. La boîte c'est pas une boîte de 206, hein, elle est mastoc la boîte, elle pèse une tonne. Je pense que j'ai failli me péter le dos à plusieurs reprises en la manipulant. Donc ouais, il va falloir que je fasse gaffe à ça. Parce que la boîte du coup faut la ramener jusqu'ici. Parce que le moteur il ira pas déjà jusque là-bas. Parce que enfin, pour le transporter et tout, moi l'allée c'est des cailloux. Et entre eux j'ai des murs des deux côtés. Donc j'ai la voiture en plein milieu, donc je peux pas. Je peux pas transporter le moteur jusque là-bas. Entre les cailloux et ça, c'est juste pas possible. Donc c'est la boîte qui va devoir venir. Puis de toute façon, enfin, j'ai envie de te dire, la voiture elle est là. Donc le moteur il va sortir et il va aller là. Et la voiture je vais la ramener par ici. Moi je l'avais repoussé un petit peu. Parce que si je veux avoir un peu de place pour passer côté conducteur, tu vois, pour enlever une roue, ce genre de conneries, voilà, faut que je serre la voiture un peu plus par ici. Et si je serre la voiture un peu plus par ici, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace pour passer. Et au moment où j'ai ramené la voiture sur plateau, j'avais la moto ici. Et la moto, quand il fait beau comme aujourd'hui, j'ai envie de la sortir. J'ai pas envie de la laisser là. Donc ouais, c'est pour ça que je l'ai repoussé après la voiture. Une fois le moteur sorti, comme ça j'ai pu sortir la bécane. Après la bécane maintenant elle est repartie dans le garage, donc là où j'ai démonté le moteur anglais si tu te souviens. Donc là après le garage c'est bon, elle est pile face à la rue. Elle a pas, elle peut sortir, voilà, j'ai plus de difficulté après. Enfin si, j'ai encore une voiture devant, mais la voiture elle est roulante. Donc quand je veux sortir la bécane, je pousse la voiture. Il est bien mis dans les guides là, il peut pas sortir. Mais d'origine ils sortent pas facilement de toute façon. Voilà, donc le voilà. Bon ça tu vois, je pourrais commander la bague qui va bien changer cette bague là. Mais honnêtement c'est facilement accessible, même moteur dans la baie, donc je vais pas m'emmerder, je vais les laisser comme ça, puis si jamais un jour j'ai un problème, je sais même pas avec quoi tu peux avoir un... Bref, ouais, si c'est au niveau des déphaseurs, tu peux avoir un petit problème d'étanchéité de tes déphaseurs, mais bon. À la limite, je verrai à ce moment-là. Après, c'est le problème, c'est qu'il faut l'avoir en tête. Parce qu'après, sinon, si tu te retrouves à avoir un problème, tu cherches, et t'as oublié, ouais, tu vas chercher longtemps. Donc voilà, et en fait, le petit joint, c'est ça. Donc en fait, c'est simple, hein, c'est une sorte de joint torique un peu écrasé avec une bague en alu, quoi. Donc tu viens mettre ça là, comme ça. C'est tout. Il y a que ça. Et là, tu serres au couple. Donc moi, le couple, ça va être jusqu'à ce que je le sente bien. Quand tu fais des serrages un peu hasardeux comme ça, sur des petites vis, hein, après tu fais ça selon les vis que tu as, mais là c'est des vis de 10. Tu les serres, déjà tu les serres avec le plus petit cliquet que tu as.
Et ouais, si tu le prends au bout du manche, vas-y pas trop fort. J'en ai déjà pété des vis comme ça et c'est la galère. Donc ouais, parce que évidemment en fait plus t'es loin, plus t'as un bras de levier important et plus t'as de force. Mais le problème c'est que plus t'as de force sans forcément t'en rendre compte. Tu serres ces vis là avec la grosse dynamométrique là, tu vas mettre un petit coup, tu vas dire oh c'est bon, je serre à peine. Alors qu'en fait le bazar il est en train de forcer à mort. De toute façon c'est simple, dans mes premières opérations, c'est... Les premières conneries, c'est comme ça que je les ai faites. C'était sur une Peugeot 106, le monteur s'en rappellera. Quel enfer, on a dû sortir le moteur pour aller enlever la vis. C'était une vis de pompe à eau. Et sur les 106, c'était un TU. C'était une essence, un TU 1 litre 1, un TU 1M+. Bah, sur ces bagnoles-là, en fait, la pompe à eau, elle tient sur 3 vis. Et si t'en as plus qu'une, si t'en as une en moins, déjà que 3 c'est peu, mais il t'en reste plus que 2, bah forcément elle fuit de partout en fait la caisse. Donc ouais, il a fallu sortir le bloc et tout. Et bon. Bref, on avait fait une restauration complète sur ce moteur là et la caisse a été extentée 2 mois plus tard. Et évidemment, on n'était pas en tort. Donc c'est le mec qui nous est rentré dedans. Voilà, c'était 2 mois de taf pour pas grand chose au final. Bref, donc ça c'est bon. Je vais aller te chercher les petits joints ici. On va passer un rapide coup de Scotch Brite. Scotch Brite. WD-40. Et je vais chercher les joints. Donc voilà, les petits joints. Le pire, c'est qu'ils ont été en français sur la boîte, je les ai importés des US. Comme 3/4 des pièces, hein, de toute façon, que j'ai mis sur cette caisse, sur ce moteur, enfin bref. Quasiment tout est importé des US et ça me gonfle. C'est pas le fait d'importer des US qui me gonfle, c'est le fait que ces pièces-là, elles existent en France. Mais c'est juste que les mecs en veulent tellement cher que c'est beaucoup plus rentable pour toi de les importer des US. Alors que la pièce, enfin, je veux dire, elle est présente en France, mais je veux dire, c'est la même, hein, qu'on soit d'accord. Bon, je suis débile ou comment ça se passe? Ouais, je suis débile. Ok, on va chercher les électrovannes, je les ai mises où? Elles doivent être encore dehors, les électrovannes, non? Ouais, parce que la mission est pas encore ici, donc elles sont encore dehors, je vais les chercher. Donc les voilà, les électrovannes. Bon, elles sont un peu dégueulasses, hein, je t'avoue, elles sont pas très très belles. Mais bon. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'emmerder à les repeindre. Que limite un petit coup rapide comme ça. Ouais, peut-être que je leur passerai un petit coup de peinture vite fait. Parce qu'après tout, c'est vrai que tu les vois bien, quoi, elles sont là au-dessus du bloc, quoi, donc tu les vois bien. Ça serait con de s'être emmerdé à tout nettoyer et d'avoir un vieux truc tout dégueulasse dessus. Le cutter. Celui-là, ce joint-là, il voulait pas venir. Ok, ça c'est la gauche. La gauche, tchac tchac tchac, elle va aller comme ça, ok. Mon joint. Okay. Et là ma vis d'électrovanne. Clairement, j'ai grave envie de les repeindre. Hein. Bon, je fais ça hors caméra, mais...
Ok, suivante. Ouais, ça fera. Ouais. On mériterait vraiment un petit nettoyage. J'ai l'impression qu'elle commence à rouiller limite. Bon. Pour l'instant, c'est pas grave, c'est de l'esthétique. C'est de l'esthétique, c'est facilement accessible. Je les ferai plus tard, si le cœur m'en dit. Parce que là, l'objectif, j'en ai pas trop parlé, mais l'objectif en fait de cette caisse, c'est qu'elle m'amène, enfin c'est plutôt d'aller avec elle, au Merguez Tuning Show de Villebrequin. Donc ouais, là ça me laisse, si tu veux, on est mi-avril. On est mi-avril, ça me laisse encore un petit peu de temps pour finaliser. Parce que là, je dois encore aller changer les pneus. Je les ai achetés, hein, rendez-vous est pris et tout, mais le rendez-vous, je l'ai mis super tard parce que je savais pas quand est-ce que j'allais les redémarrer. Mais il faut changer les pneus, il faut encore régler tous les petits détails parce que le contrôle technique, il est comme ça. Quand je l'ai acheté, bon, il y a pas mal de conneries, tu vois, des petits trucs qui peuvent se résoudre facilement. Mais le problème d'un contrôle technique, c'est que ça peut vite partir en sucette. Pour un petit truc, ça peut vite être la galère. Je sais que le frein à main, il est complètement fumé. Parce que, en fait, en gros, ça me fait rire parce que tu vois, le dernier propriétaire, je regardais la caisse, tu vois, et j'ai dit, ouais, t'as roulé comme un fou, quoi. Oh non, pas plus que ça. L'embrayage, il a moins de 10 000 bornes, il est fumé. Les 4 pneus, ils ont moins de 10 000 bornes, ils sont fumés. Les 4, hein, pas juste ceux à l'arrière, les 4. Les disques à l'arrière, ils sont fumés. Les plaquettes sont fumées. Et comme par hasard, le frein à main, il est fumé aussi. Et non, le mec, il s'est défoulé dessus. Alors, ce que j'espère juste, par contre, parce que bon, je sais pas, tu sais, tu peux pas vraiment juger les gens comme ça. Mais ce que j'espère juste, c'est que le gars, ça faisait 1 an qu'il avait la caisse et il a fait aucun entretien dessus, quoi, globalement. L'huile, elle était noire de chez noir, j'ai cru que je faisais une vidange sur mon HDI. Enfin, bref. Et j'espère juste que le gars, en fait, quand il a coulé la bielle, j'espère juste qu'il s'est pas défoulé sur la caisse. Parce que si ça se trouve, quand elle commençait à faire le bruit, elle était sauvable. Bon, à mon avis, moi, quand je l'ai eu, vu le bruit qu'elle faisait, elle était pas sauvable du tout. Hein, mais le moteur était pas sauvable, à moins de réaliser, encore une fois. Mais ouais, j'espère juste qu'il s'est pas défoulé dessus et que en se défoulant dessus, il a vraiment condamné le moteur. Parce que là c'est vrai, bah moi ça changerait rien pour moi, tu vois, mais c'est con parce que du coup le moteur aurait peut-être pu être sauvé. J'aurais préféré garder le bloc d'origine si tu veux. Bon, allez, maintenant je vais faire ça. Comme d'hab, faut que je retrouve où est-ce que ça va. Comme ça, si tu veux, ça m'a l'air pas mal. Bon, là, je monte ça comme ça, mais il faudrait que je revérifie parce que, bon, ça me semble pas être le cas parce que je l'ai pas vu au démontage. Hein. Mais à revérifier quand même, je sais que sur les THP, tu vois, oui, je reviens toujours sur mes THP. Mais je sais que sur les THP, t'as... Ouais, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Peut-être l'autre. Je doute qu'il soit symétrique. Donc ouais, je te disais, sur les THP, en fait, t'as le même genre de joint un peu... J'aime pas vraiment ces joints-là, je trouve que c'est vraiment des joints à la con. Mais bref, t'as des joints comme ça, et à un moment donné, tu dois mettre du joint silicone en plus. Donc bon. Et la raison pour laquelle j'aime pas ces joints-là, c'est que ça tombe rarement pile dedans, quoi, tu vois, ça a rarement pile la bonne forme. Là, globalement, ça a l'air d'aller, mais ouais, sur le THP, c'était... Voilà. Mais ouais, celui-là, il m'a l'air de tomber plutôt pas mal.
Ok, bon. Les couvre-culasses, du coup, je me suis un peu emmerdé à les nettoyer. Bon, ils sont déjà beaucoup plus propres qu'ils ne l'étaient. Celui-là, ça va être le couvre-culasse de gauche. Donc oui, la raison pour laquelle je les remets déjà, en fait, les couvre-culasses, c'est que tout simplement, bah, le moteur, là, il est là, à l'air. Je veux dire, c'est pas un endroit très poussiéreux ici, mais ça me laisse pas en confiance quand même. Donc, bah, tant qu'à faire, je remets les couvre-culasses, c'est pas trop cher de les remettre, quoi. Ça, ce sont les couvre-culasses du moteur anglais. J'ai pas remis mes couvre-culasses d'origine parce que je soupçonne l'un des couvre-culasses de ne pas être hermétique, tu vois, à ce niveau ici. Enfin, il y avait un puits de bougie, c'était, bah, je pense que c'était celui-là, le 5e cylindre. Il était couvert d'huile de partout. Donc ouais, je lui fais pas trop confiance. Après, peut-être qu'ils sont bons, hein, mes couvre-culasses, ils sont peut-être bons, hein, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. J'ai un doute, mais j'ai pas de confirmation. Mais dans le doute, bah voilà. J'utilise ceux-là parce que ceux-là, jusque-là, tu vois, j'ai pas trop de... J'ai pas d'éléments m'indiquant qui pourraient potentiellement être morts. Donc je les réutilise et je vais pas en racheter pour le fun. Hein. C'est bon, j'ai déjà assez claqué dans cette bagnole. Et là, tu vois, c'est exactement ce que je te disais en fait. Celui-là, gars, il m'embête un peu plus. Hein. C'est tu le mets à un endroit, il part à un autre. Donc là, globalement, ça a l'air de le faire. Si je le mets à l'envers... Bah non, attends, il y a l'envers. Non, parce que... Bah non, attends. Il était comme ça d'origine. Ok. Ainsi soit-il. Je suis un brin étonné, mais bon, soit. Bah oui, parce que t'as la jauge ici, la jauge à huile. La jauge à huile, elle est sur la culasse. Je dis n'importe quoi. Non, tu vois, il est reparti. Il est reparti. Donc oui, le merguez tuning show, on doit y aller aussi avec... il y a le mentor qui doit venir aussi. Et le mentor aussi, il est sur son projet, mais lui par contre, il est un peu loin quand même. Lui, son moteur, il a pas encore toutes les pièces. Il a l'essentiel, hein, il va pouvoir commencer à remonter, mais... Ouais, son moteur, il a pas encore commencé à remonter, quoi. Bon, si ce n'est que au moins sa bagnole, lui, il la connaît parce qu'il a déjà roulé avec, ça fait plusieurs années qu'il l'a. Elle est immobilisée depuis un moment, mais il la connaît. Moi, celle-là, je la connais pas. Je l'ai achetée comme ça. Je l'ai achetée morte. Je l'ai sauvée plutôt, hein, parce que là, vu avec qui elle était, j'ai envie de te dire, ils avaient pas de pitié, les mecs. C'est malheureusement une bagnole qui a beaucoup drifté et qui a été utilisée en daily, quoi. Mais que tu utilises une Z en daily, bon, soit ça te coûte cher en carburant, mais c'est tout. Mais au moins, aie la décence de l'entretenir correctement. Mets-lui de la bonne huile, enfin, je sais pas, la base, quoi. Là, non, pauvre. Elle a fait je sais pas combien de bornes avec la même huile. Mais le pire, c'est qu'encore, tu vois, si on était aux US, tu vois, une Z, aux US, les 350Z, les mecs, ils ont ça à 16 ans quand ils ont le permis, quoi. C'est leur première bagnole, c'est une 350Z. C'est normal pour eux. Pour nous, c'est délirant. Enfin, là, moi, je suis en train de regarder pour les assurances et je suis en train de galérer parce que les assurés, ils vont m'emmerder. Parce que c'est trop puissant. Là-bas, aux US, à 16 ans, ils conduisent des Z, quoi. Et c'est normal. C'est considéré comme une petite voiture, tu sais, l'équivalent de la Saxo, la Saxo 106, 206 Twingo Clio, c'est une Z là-bas, c'est n'importe quoi. Enfin... Puis non, ils en ont beaucoup des Z, à tel point, tu vois, que les moteurs, ils s'embêtent rarement à refaire un moteur de Z quand il vient péter. Ils le swappent.
il le swap avec un LSV8. Bon après, tu vas me dire c'est les Américains, normal, ils swap tout avec... c'est à partir du moment où ça roule, ils le swap avec des V8, hein, mais... ouais, c'est un peu abusé quoi. Bon, par contre, ouais, la visserie, elle est un peu moche parfois. Elle a un peu mal vieilli à certains endroits. Ce que je ferais à la limite... Parce que là, je suis en train de regarder pour avoir une petite solution pour dérouiller les éléments, tu sais, en les faisant tremper dans une solution. Donc là, par exemple, j'ai un support moteur qui est en train de tremper dans du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. Hein. Et ouais, je vais voir ce que ça donne. Jusque là, ça m'a pas l'air giga efficace, mais bon, sait-on jamais. On n'est pas à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Là-bas, va falloir une rallonge pour que je l'atteigne. Et là, après, l'admission, je vais pas la mettre tout de suite parce que je vais être bloqué ici. J'ai le capteur de cliquetis. Et ouais, ou alors à moins. Quoique, si je me rappelle bien, sur mon faisceau, contrairement au faisceau anglais, sur mon faisceau, il a un connecteur dédié. En fait, il y a une petite prise, un petit câble qui ressort. Donc en fait, ce qui fait que je refais sortir le câble et je pourrais mettre éventuellement l'admission par-dessus. Même si, bon, l'état actuel, j'ai protégé les ports d'admission. Bon, ça craint pas trop. Il n'y a pas d'urgence. Surtout que là, à mon avis, tout ce qui est admission, plénum, c'est pas à mon avis, c'est même quasiment sûr. Je vais remettre mes admissions, enfin mon admission et mon plénum. Parce que sur le moteur anglais, ils ont tout siliconé. Et je pense que le silicone, j'en ai assez fait. J'en ai assez retiré. Bon là, à mon avis, ça sera beaucoup plus simple, mais il n'y a pas d'interstice ni rien. Mais c'est toujours du temps en plus que tu passes là-dessus et que tu pourrais passer à faire autre chose, quoi. Et là, ouais, prochainement, ça va être l'enfer de retrouver tous les petits supports de câbles, tu vois, à droite à gauche, parce qu'il y en a plein. Alors j'ai des photos et tout, mais ça va être de l'archéologie. Parce que retrouver les vis, en général, je les laisse sur les culasses, donc à la limite, j'aurais juste, entre guillemets, à ramener mes deux vieilles culasses. Et voilà, encore une fois, je ferai du Frankenstein les deux.
entre ce que les Anglais ils ont laissé ici et voilà. Par contre, ce que je vais pas tarder à refaire aussi, c'est remettre des bougies. Parce que tu la sens la connerie là où t'as une vis qui va tomber dedans? Parce que moi je la sens. Hein. Aussi, l'autre difficulté qui va arriver prochainement, ça va être la poulie damper. Bon, de toute façon, toutes les poulies damper que j'ai, elles sont un peu rouillées. Donc, dans tous les cas, il faudrait que je trouve une solution pour les dérouiller un peu. Et ensuite, ouais, pour la mettre, ça va être un peu galère. Parce que l'enlever autant à la péteuse, t'inquiète, au pétard ça part. Mais la mettre, la serrer au couple. Parce que là, pour le coup, ça, j'ai pas envie que ça se bat. Ouais, ça risque de pas être facile. Et c'est pareil aussi pour l'embrayage. L'embrayage, je l'ai, je vais en mettre un neuf. Le volant moteur, je vais réutiliser le volant moteur du moteur anglais. Parce que sur mon moteur d'origine, bah déjà, je fais moins confiance. Vu l'état de l'embrayage, j'y fais moins confiance. Parce que moi, dans les factures que j'ai de ma Z, l'embrayage, c'est censé être un Exedi stage 1. L'embrayage qu'il y avait dessus est monté à environ 155 000 km. La voiture elle a 170. En 2021, ça a été acheté. Avec un volant moteur équivalent origine. J'ai retrouvé un embrayage compétition clutch, complètement fumé, avec un volant moteur rigide. Donc le volant moteur rigide, c'est parce que d'origine, c'est des bimasses là-dessus. Et bimasse, c'est ultra lourd. Et les mecs, ils mettent des volants moteurs rigides. C'est un simple masse, si je puis dire. Donc c'est beaucoup plus léger, donc ton moteur, il monte beaucoup plus facilement dans les tours. Mais tu perds un peu de couple. Et surtout, le bimasse, la raison du bimasse, c'est parce que tu as un moteur qui vibre beaucoup. Les mecs qui font ça, c'est pratique, ça compense les vibrations d'un moteur. Mais ouais, le truc c'est que un bimasse, un rigide, du coup ton moteur il vibre beaucoup plus. Donc ta boîte elle prend plus dans la tronche, etc. etc. Bref, il y a des inconvénients et des avantages dans les deux, mais moi, pour avoir sur mon HDI, j'étais en bimasse et je suis passé en rigide, je regrette. Donc celle-là, je vais la mettre en rigide, en bimasse, comme à l'origine. De toute façon, ça peut être une voiture de circuit ni rien, donc je m'en fous. Je vais juste cruiser tranquille et faire quelques arsouilles. Donc celle-là, elle va passer en bimasse, et bimasse, c'était le moteur anglais qui était en bimasse. Il avait un embrayage Exedi. Et je suis un peu dégoûté parce qu'au final, du coup, j'ai acheté un nouvel Exedi tout neuf. Et je suis un peu dégoûté parce que du coup, j'ai pu comparer ce qui restait comme garniture sur l'embrayage anglais. Et il est vraiment pas loin d'être neuf en fait l'anglais. Donc je suis un peu entre guillemets dégoûté, mais bon au moins je sais que l'embrayage qui repart dedans, il est neuf quoi. Puis enfin voilà, encore une fois, 200 € US, 500 € en France. Bon qu'est-ce que frais de port et frais de douane compris, 200 €. Je m'emmerde pas à ce prix-là. C'est une assurance pas chère comme on dit. Bref, donc ça c'est bon. Je vais m'arrêter là et je vais mettre après ce que je peux mettre. Qui peut être intéressant à voir quoi. Carter d'huile, je te l'ai dit, je l'ai commandé, je l'attends, il a été expédié aujourd'hui. Donc à mon avis, il arrivera pas cette semaine, il arrivera la semaine prochaine. Mais ça m'empêche pas de remettre le moteur dans la baie quand même. Je veux dire, surtout que je vais pas le siliconer, donc la voiture elle sera sur chandelle. Donc bon, ça sera facile à remettre. De toute façon, il faudra que j'intervienne sur le frein à main, donc la bagnole, il faudra complètement la monter sur chandelle, dans tous les cas. Et après, il y aura le châssis, ça c'est ce qui me fait peur, et je pense qu'il est pas mal rouillé le châssis, j'espère juste qu'il est pas trop atteint. Bref. Oui, au fait, j'ai oublié une vis ici, et une vis là, celle-là, au cas où tu te demandais. J'en profitais aussi, je vais mettre ce petit joint ici, que je savais pas où y aller, mais du coup c'est celui-là. Donc ouais, c'est un joint qui se change. Je ne savais pas que ça se changeait, ce genre de joint. Après, c'est vrai qu'il était un peu craquelé, l'autre. Mais bon, je voyais autre chose dans une pochette de joint moteur. Quoi. Donc ça, j'aime bien qu'il soit... Je sais qu'il soit bien droit. Bon, je m'embête probablement pour rien. Là, on va monter le thermostat.
Alors le thermostat, tu vas peut-être entendre dire que j'avais pas besoin de ce joint-là parce que je remontais pas le thermostat d'origine. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça parce que je viens d'avoir besoin de ce joint-là. Et donc ouais, on va pas remonter le thermostat d'origine. On va faire un petit upgrade parce que le thermostat d'origine, de toute façon, je l'aurais changé. J'aurais pas remis le thermostat de... Enfin, j'aurais remis un thermostat neuf, quoi, tu vois. Mais j'aurais pas réutilisé un thermostat... Ouais, après, ça aurait probablement bien fonctionné. Mais ouais, tant qu'à faire, je voulais changer, en acheter un autre, et tant qu'à faire, quitte à reprendre un neuf, autant passer sur un bon thermostat. Donc là, encore une fois, moins cher à l'étranger, je l'ai encore acheté à l'étranger alors que ça existe en France. Bref, donc celui-là il vient des Royaumes-Unis. Ouais, fabriqué aux États-Unis. Je l'importe du Royaume-Uni. Tout va bien. Donc c'est un thermostat Mishimoto. Alors tu vas me dire, si jamais tu connais pas trop ce truc-là, c'est quoi l'intérêt de ce thermostat-là par rapport à un thermostat standard, en fait, un thermostat d'origine? En quoi il constitue un upgrade? Tout simplement parce que celui-là, il s'ouvre à quelque chose... Enfin, il s'ouvre beaucoup plus tôt. Il s'ouvre à 68 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le liquide de refroidissement atteint 68 degrés, lui, il s'ouvre et il fait passer ton liquide de refroidissement dans le radiateur, quoi, en fait. Bon, il laisse ta voiture chauffer, puis à partir du moment où elle atteint 68 degrés, boum, ça y est, il considère qu'elle est chaude. Sauf que, bon, à 68 degrés, tu vas me dire, la voiture, elle est pas chaude. Certes. Mais bon, ce que ça permet en fait, ça permet juste d'avoir un moteur qui tourne de façon, il tourne à une température plus basse. Et donc s'il tourne plus bas, il a beaucoup moins de raisons et de risques de se brider. Parce que oui, en fait, un moteur comme un ordinateur, en fait, quand ça chauffe, il bride sa performance pour rester dans une limite de température. Donc là en fait tu élimines quasiment totalement ce risque avec ce genre de thermostat. Ils en ont plusieurs, hein, ils ont plusieurs températures et tout. Bon, 68 je t'avoue que c'est peut-être un peu bas. Mais bon écoute, ça le fera très bien. Après, ça c'est le... Comment dire? C'est le thermostat, c'est pas le, enfin c'est pour la flotte, c'est pas pour l'huile non plus. L'huile, on y viendra. Ouais, l'huile de base sur les phases 1, elle est pas refroidie. Enfin, elle est pas refroidie activement, je veux dire. Bon, je vais aller chercher dans ma réserve, c'est ça? Allez, réserve. C'est ça l'avantage d'avoir plusieurs moteurs, hein. C'est que tu peux aller piocher sur d'autres moteurs. Donc ça, ce sont mes vis d'origine. En fait, je la connais parce que là où j'ai écrit en noir, c'est les vis de mon moteur d'origine, et là où c'est en vert, c'est le moteur anglais. Tout simplement. Et là où il n'y a rien, c'est que c'est des vis de moteur allemand, mais... parce que j'avais pas le temps sur le coup de tout numéroter. Donc voilà. Alors, comment il se passe? Hop. Voilà. Oh, il est où la dernière? J'ai déjà perdu. Non, il est là. C'est bien ça, je mets des vis giga dégueulasses sur un thermostat tout propre. Je vais quand même les nettoyer un peu parce que là, même moi, je trouve ça limite. Voilà, ils sont dégueulasses. Voilà, c'est déjà un peu mieux quand même.
Là, celles-là, je sais pas pourquoi elles sont giga crades. Bah, tu vas me dire celles aux alentours, du coup. Bah non, elles étaient pas à cet emplacement-là d'origine. Mais elles sont pas beaucoup mieux. Voilà. Et voilà, un joli thermostat tout neuf. Donc, pas grand chose à dire. C'est vrai que on va me tomber dessus parce que effectivement c'est mal. C'est mal ce que je viens de faire. Pourquoi? C'est faire des modifs sur un moteur tout neuf comme ça, sans savoir comment il tourne. C'est mal parce que du coup, si lui il fait n'importe quoi, admettons, ben ça peut te fausser après ton diagnostic. Enfin, c'est pas terrible. Mais bon. Cette connerie là j'ai déjà faite avant, donc je vais la recommencer, tout simplement. Bon, là je vais te montrer à l'arrache, un peu vite fait, on est quelques jours plus tard. Je vais te montrer ce truc là. Alors, tu pourrais dire que je l'ai repeint, alors techniquement c'est vrai, mais c'est un peu faux aussi. En fait, je ne l'ai pas passé à la peinture, je l'ai passé au framéto. Alors, le framéto contient de la peinture, mais bon. Et en gros, le framéto, qu'est-ce que c'est? En théorie, c'est un produit magique. C'est-à-dire que c'est un convertisseur de rouille appliqué sur la rouille. Tu as juste à dégraisser ta pièce et tu appliques directement et soi-disant ça convertit la rouille, ou en tout cas ça stoppe sa propagation. Bon, moi dans le doute j'ai quand même passé un petit coup. Bon, cette pièce là, elle était juste crade. Et j'avais plein d'autres pièces qui étaient des tuyauteries en fait qui étaient un peu rouillées. Et donc du coup, bon, j'ai quand même passé un coup de brosse de fer. Et par-dessus j'ai mis du framéto. Je garantis pas que ça fonctionnera. Mais bon, c'est mieux que rien. Puis après, ce sera peut-être placebo aussi. C'est ça un peu l'effet pervers du framéto, c'est que vu qu'il contient de la peinture, si ça continue à rouiller en dessous, ben tu vois pas tout de suite. Donc, bon. Là, oublie pas, il y a ces joints là à mettre. Donc voilà. Et là après, bah, tu remets ton truc par-dessus quoi. Non, dans l'autre sens, peut-être. C'est un peu plus logique dans ce sens-là. Ouais, un tout petit peu. C'est juste que j'ai remis tu sais, j'ai remis là sur le thermostat. Donc voilà, c'est un autre truc encore qui va dessus. C'est un peu le bazar. Hein. Le système de refroidissement, il est costaud. Ça, j'ai pas l'impression que ce soit du 10. Non, c'est pas du 10. Je vais prendre la grosse. Parce que je fais une bouille longue. C'est un peu relou à accéder là-bas. C'est quoi cette vis? Pourquoi j'ai une vis qui traîne ici? Je sais pas quoi il correspond. Petites durites. En fait, les durites, elles tiennent avec des colliers comme ça, c'est une horreur. Parce que déjà, quand t'as pas la pince, et tu te bien que je l'ai pas, pour enlever ces colliers-là, c'est une horreur. Et en plus, avec les années, ça pète. Je me suis retrouvé là, j'en ai deux que j'ai dû défaire à la disqueuse, quoi, parce qu'ils partaient pas. Ils continuaient à serrer.
Donc bon, je pense quand même que ça tient mieux que, tu sais, les colis avec une vis acérée. Mais bon, là pour le coup, je pense que je vais essayer de remplacer plusieurs par ces colis-là. Parce que ouais, c'est une horreur. Puis bon, après, t'as des trucs comme ça ici. Tu vois, ça tient vachement bien avec un collier comme ça. C'est tout ou rien en fait. Après, là-dedans, c'est peut-être fait exprès dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pression. Mais bon. Ça, je sais pas, ça irait pas comme ça là. Ça me paraît cohérent. Hein. Bon, je revérifierai sur les photos. Là, c'est pour ça, là, ça va être beaucoup de cuts parce que je vais beaucoup aller rechercher des photos que j'ai du moteur que j'ai sorti, le moteur d'origine. Parce que, comme je te dis, tu as plein de petits supports. Non, je l'ai sorti l'autre, mais j'avais un petit support là, pareil, à remettre. Et ouais. Donc là, tous les petits supports, ça, je vais pas te montrer leur montage parce que c'est vraiment pas intéressant et c'est spécifique vraiment déjà au VQ35 mais aussi à ce VQ35 là. Si tu prends une phase 2, tu n'auras peut-être pas forcément la même chose, enfin un rev up, ou si tu prends un VQ35 HR, ça sera complètement différent pour le coup. Donc bon, donc ouais, puis après il y aura pareil au niveau des vis, la plupart des vis des supports je les ai laissés sur les culasses et ça c'est les culasses du moteur anglais, donc bon, bref, y a des trucs qu'ils ont pu retirer, donc voilà. En fait, je vais plutôt te montrer quand il y a un joint à mettre, vraiment pour que tu le saches. Là, tu vois, le prochain truc que je vais te montrer, ça va être ça. Ça ici, t'as un joint et ça se prend là, si je me trompe pas. Non. Je me trompe à chaque fois de côté, donc si c'est pas de ce côté-là, c'est que c'est de ce côté-là. Ouais. Ah, regarde, c'est là. Ça va ici. Bon, pareil, je te précise pas non plus, mais évidemment, tu nettoies tes plans de joint quand tu mets un joint, quoi. Là, moi, je nettoie au Scotch-Brite avec du WD-40. Mais après, voilà, tu t'en fais ce que tu veux. Non, c'est parce que je vois que ça nettoie bien comme ça. Attends, je mets plutôt comme ça, parce que sinon, tu vas avoir la gerbe assez rapidement. Donc, voilà, pareil, donc ça, ce tuyau-là, je l'ai refait aussi au framéto. T'as un tuyau qui passe sur le devant là comme ça, je l'ai refait aussi au framéto. Donc voilà, par contre j'ai un peu peur parce que je pense il y avait une vis qui va là et je ne sais pas où elle a pu aller. Là ouais, ça va vraiment être, là je commence un peu à stresser parce que c'est tous des petits détails qui sont pas forcément évidents et pareil pour le remontage de la voiture. Là, je t'avoue, je vois des pièces de levier de vitesse et je me dis, punaise, comment j'ai démonté ça? Je me rappelle plus. Et en plus, à l'époque, je filmais pas, donc je sais pas du tout comment j'ai sorti ça. Il va falloir que je cherche. Tant pis, hein, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Donc, voilà, je te ressors ce petit truc-là, un peu crade. C'est pas grave, on va comme ça. Alors là, je voulais remonter l'autre durite là-bas, là, tu sais, la durite qui va devant. Enfin, la durite rigide, hein. Mais elle repose sur le support, là, c'est le support de clim. Elle se visse dessus, et c'est bien ce que je pensais en fait, elle va là. Elle se visse là, et je sais pas du tout où elle visse. Alors, ça ici. Déjà. Ça fait comme ça ou comme ça? Je vais regarder sur mes photos. Puisqu'on sait jamais. Ok, ça va comme ça. Un truc que j'ai fait quand j'ai démonté ce moteur la première fois, et bah franchement ça marche plutôt bien, c'est que en fait j'ai fait une vidéo. Alors en plus de toutes les photos que j'ai fait, tu vois, j'ai fait énormément de photos, mais j'ai surtout fait une vidéo en fait où je tourne tout autour du moteur 2-3 fois en montrant bien différents endroits. Et c'est vrai que là du coup en fait rien qu'avec ça je sais que la plupart des infos je les aurai. Donc ça j'avoue que c'est... Quelquefois je suis un génie. Comme dirait Klaxon, quelquefois mon génie est terrifiant.
Voilà, après... Qu'est-ce qui va là? Ah bah ouais, je suis con. Je suis con. Attends, je vais le ressortir. Ça ira mieux comme ça, couillon. Ah bah ouais, tiens, t'es pas obligé de forcer sur les vis. Comme par hasard. Non, toujours pas, je sais pas bien aligné. Je vais sortir la clé là, où est-ce qu'elle est la clé tout à l'heure? Parce que ça c'est probablement du 12. Voilà. Hop. Donc là on est bon. J'enchaîne. Bon là on va remettre cette grosse durite là. Et si tu te souviens bien, j'avais deux joints que j'avais pas vraiment réussi à identifier, mais que c'était probablement du circuit d'eau. Bah oui, c'est du circuit d'eau. Donc, hop. Ouais, je huile toujours, même si là, ça va aller dans du circuit de flotte. Tant pis, je huile quand même. De toute façon, ça peut pas faire de mal, déjà de 1. Et de 2, ben, je compte, de toute façon, je ne compte pas remettre directement du liquide de refroidissement, je vais mettre de l'eau pour la nettoyer. Parce que j'oublie pas que quand elle a passé son contrôle technique, quand je l'ai acheté, parce qu'en France, quand tu es un particulier, tu es obligé d'avoir un contrôle technique pour acheter un véhicule. Si le véhicule n'a pas de contrôle technique, de moins de 6 mois, je précise, de moins de 6 mois. Sinon, il n'est pas considéré comme étant valable. Et même s'il est défaillant, machin, peu importe qu'elle soit recalée ou pas, il faut juste que le contrôle ait moins de 6 mois. C'est débile, mais c'est l'administration française. Et donc voilà, donc du coup en fait quand je l'ai acheté, il a fallu que je la passe au contrôle technique, parce que le vendeur il allait pas la passer, puisque lui, bah, je me suis littéralement battu pour l'avoir cette caisse, et bah, lui il avait plein de propositions de pro qui pouvaient venir avec un plateau et l'embarquer, parce que quand tu es professionnel, tu peux racheter une voiture comme ça sans contrôle technique, sans rien en fait. Tu t'es même pas obligé de refaire les papiers. Voilà. Donc alors que moi j'ai été obligé de faire les papiers pour... donc j'ai été obligé de l'acheter, de payer ma carte grise, mon certificat d'immatriculation. Et bref. Et donc voilà, et quand elle est passée au contrôle technique, le mec a dû la couper parce que elle avait pété une durite de refroidissement. Mais j'ai jamais trouvé de truc pété, donc je sais pas ce qui a pété. Est-ce que je sais pas, ça a dégueulé du vase d'expansion, j'en sais rien. Donc hop. Non, ça rentre pas bien là. Et il y a une vis en plus, punaise. Voilà. Il y a une vis là-bas, une vis ici. Ok, bon la vis je l'ai passée très rapidement au framéto, tant qu'à faire. Ah tu vois, j'en ai mal mis là. Après c'est un peu compliqué à avoir cet emplacement-là. Donc voilà, je pourrais trouver où est-ce que je peux une vis pour ce truc-là. Là après il va falloir que je retrouve aussi l'orientation de ces durites. Bon ça je me doute que ça doit être, ça doit partir dans le circuit de, ça va partir dans le radiateur, très probablement. Donc voilà, ça va très probablement ici. Mais ça et ça aussi, ça je sais pas. J'ai été rechercher aussi, ça c'est spécifique aux phases 1 parce que je l'ai... Et encore, j'ai envie de dire même les premières phases 1 parce que le moteur anglais, j'ai pas constaté ça, mais en fait j'ai un mini faisceau
En fait, j'ai une rallonge pour le capteur de cliquetis. En fait, cette rallonge, le support, il est en train de sécher là parce qu'il a été rouillé aussi. Et le support, en fait, il vient ici. Donc en fait, ça vient là. Puis après, là, le faisceau principal vient se clipser là. Mais voilà, ça permet... je sais pas ce que ça te permet, mais bon, voilà. Ça évite au faisceau principal de remonter jusque là au milieu, parce que là, après, avec la mission et tout, c'est inaccessible. Bon. J'ai aussi remis des bougies. Bon, je les ai juste mis dans les puits, parce que je sais pas où j'ai mis ma clé à bougie. Donc voilà, mais bon, c'est juste pour éviter qu'il y ait des choses qui tombent dedans. Donc ouais, ça, je vais vérifier sur mes petites vidéos là, mais je pense que ça va très probablement aller comme ça parce que ça a du sens en fait. Mais bon. Bon alors du coup je reprends ici. Oui, je suis désolé, je dis encore du coup, mais j'y réfléchis même pas, c'est un réflexe. Désolé, excuse-moi. Du coup, voilà où on en est. Mais punaise, je dis encore du coup, mais c'est dire à quel point. Bref, voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc le circuit de flotte, il est globalement fait. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc tu as cette durite ici qui retourne là-bas directement. Là tu as la grosse durite qui va aller sur le bas du radiateur. Là tu as cette grosse durite là qui va aller sur le haut du radiateur. Je sais jamais, ça c'est peut-être l'entrée de liquide de refroidissement. Là-bas c'est le retour très probablement. Bref, le refroidissement d'huile qui se fait ici, qui revient là et qui remonte ensuite là-bas derrière dans le thermostat. Ici il y a quelques durites de libre, alors là ça c'est du recyclage de vapeur d'huile, donc voilà, je regarderai ça plus tard. Là ça va aller parce que si tu te souviens bien, en fait dans la baie moteur ici tu as deux durites qui vont en fait dans l'habitacle. Ces deux durites là ce sont celles-ci, donc ça va dans ces durites de chauffage, ça va dans l'habitacle, donc on laisse libre. Ici ça va partir dans le collecteur supérieur, le plénum, l'un ou l'autre je sais plus, mais ça va dans la mission d'air, donc ça va être peuplé après. Ici ça fait un bypass, je vois pas pourquoi, puisqu'il n'y a rien entre là et là, il n'y a rien à part cette jonction là, et encore j'ai mis la vis, donc parce que tu as une vis en dessous, voilà, ça j'ai remis la vis, donc je vois pas l'intérêt de ce truc là. Mais bon, faut le mettre, donc je l'ai mis. Voilà. Et ma foi, c'est à peu près tout, le circuit de refroidissement. Petite remarque également, je me demandais où allait ce joint torique là. Donc c'est un joint torique de flotte, hein. C'est le même que celui qu'on a mis ici. Et en fait, tout simplement, il va aller nulle part. Il va aller nulle part en fait dans le package. Ils font pas la différence entre un... Enfin, en tout cas, pour ce joint-là, ils font pas la différence entre un VQ35DE et un VQ35HR. Sur le HR, t'en as deux. D'ailleurs, en fait, je sais pas, t'as une sorte de durite au milieu. Et en gros, c'est comme cette durite-là, mais elle s'en mange de deux côtés, il lui faut deux joints toriques. Donc celui-là, on s'en servira pas. Et j'aimerais corriger un propos que j'ai tenu un peu avant, soit dans cette vidéo-là, soit dans la précédente, ou de la précédente encore. Où j'avais dit je vois pas l'intérêt de ces plaques là puisque visiblement on peut pas changer la pompe à eau sans sortir toute la distrib. J'avais tort en fait en feuilletant du coup le manuel d'atelier pour le circuit de refroidissement pour voir si j'avais bien tout mis correctement, etc. Parce que bon, j'ai mes photos, j'ai mes vidéos, mais je vérifie toutes mes infos. Et en fait, dans le manuel, je suis tombé sur une procédure de changement de pompe à eau sans retrait de la distrib. C'est un truc voilà, qui est noté dans le manuel Nissan, donc ça se fait. Et en gros, ouais, en fait, tu fais péter les deux caches et tu mets ta distrib au point de calage, tu bloques le tendeur pour que ta distrib, ta chaîne, elle soit un peu plus molle, et en fait, tu peux sortir ta pompe à eau comme ça. Je trouve pas ça top du tout parce que forcément tu auras de la flotte qui va traîner, et quand tu vas l'ouvrir, tu as toute la flotte qui va partir. Et le truc c'est que là c'est scellé et c'est le carter d'huile, donc tu vas foutre de la flotte dans ton huile. C'est vraiment pas fou je trouve, donc bon, mais voilà, c'est dans le manuel Nissan, donc ça existe, ça se fait.
Voilà, je trouve pas ça propre, mais ça existe. Ça a le mérite d'exister et d'être possible. Donc voilà, et je regarde un peu ce que je pourrais te montrer d'autre, mais pour l'instant c'est tout. C'est tout. Il me reste quelques... Bon, j'ai remis quelques petits supports, j'en ai mis un ici. J'ai remis le support de direction assistée. J'ai remis le support de compresseur de clim. J'ai pas mal galéré sur cette vis ici. En fait, si tu veux, tu as les deux très longues ici, et tu as celle-ci. Et celle-ci, j'ai vachement galéré parce que j'ai dû serrer comme un goré pour qu'elle aille et qu'elle fasse son office. Hein, tu vois, pas juste pour qu'elle soit là, qu'elle fasse acte de présence sans plaquer. Non, pour qu'elle plaque, j'ai vraiment dû serrer comme un goré jusqu'au bout. Bon, je me suis questionné plusieurs fois, mais j'ai regardé entre mon moteur d'origine, le moteur anglais, etc. Et à chaque fois, je retombais sur le même lot de vis. Donc deux longues et une courte. Donc bon, bah du coup, voilà, je l'ai fait quand même. Bah tu vois, ça c'était la longue. Oui, alors je l'ai mis en vis poulie. Oublie. Donc voilà, bon, je vais continuer. Je vais continuer sur d'autres petites conneries. Ça, je me rappelle plus du tout. J'ai notamment ce support-là. Et je pense que ça doit être pas loin du dernier support à mettre, mais plus moyen de savoir où il va. Visiblement, je l'ai pas pris en photo. Donc bon, bah, je vais continuer à chercher, mais... Ouais. Bon, après, de toute façon, il faudrait que ces supports-là, faudrait que je les expose ici, tu vois. Parce que de toute façon, ils sont tous pétés, quoi. Je vais mettre des Colson de chez Action en bonne et due forme, hein, quand même un bon prolo. Mais ouais, de toute façon, ces trucs-là, ils sont complètement pétés. Puis, vaut mieux peut-être les changer parce que de toute façon, ça va bien. Comment dire, avec les années, là, le truc, il va sur ses 20 ans. Bon, le moteur, celui-là, il est de 2005, donc il a pas encore 20 ans, mais moi, mon moteur d'origine, il a 20 ans. Et donc là, vu que je vais remettre mon faisceau moteur à moi, bah ouais, le faisceau, il a 20 ans, les plastiques ont 20 ans, et on va dire qu'ils vieillissent un peu mal. Donc voilà, ici je sais qu'il y a un joint, mais vu que j'ai pas retiré la sonde, ben, je le change pas. Voilà, de toute façon, c'est à peu près là que ça file là. Autre erreur aussi, c'est que ce mini faisceau là pour le capteur de cliquetis, il existe aussi sur le moteur anglais. C'est juste que le moteur anglais, il avait encore le scotch en fait, ou le Chatterton, je ne sais pas, qui en fait colle ça au faisceau principal. Donc c'est pour ça que j'avais cru qu'il n'était pas dissocié, mais si, il est dissociable. C'est juste que celle-là, je sais que le capteur de cliquetis sur mon moteur, il a été changé. J'ai retrouvé ça dans une facture de Suède qui doit dater de 2018-2019. Et j'ai vu une intervention relative au capteur de cliquetis. Donc je sais que ça a été bricolé. Bon, pas impossible qu'ils aient coupé le Chatterton à ce moment-là. C'est hautement probable. Voilà. Puis ouais, là j'ai ramené le faisceau de l'alternateur. Il va falloir que je ramène aussi l'alternateur, que je le remette, que je regarde ici pour remettre ça proprement, parce que je t'avoue que ouais, là il va se prendre dans la DA, et ici je le trouve vraiment proche enfin je la trouve, c'est une durite, donc je la trouve vraiment proche du connecteur, mais bon, voilà, c'était comme ça d'origine. Donc voilà, je vais essayer de voir également, parce que en gros, pour te donner quelques petits détails, j'ai du coup les collecteurs, j'ai que mes collecteurs d'origine. Le truc, c'est que au niveau des pare-chaleurs, j'ai pas mal de vis qui ont pété. Bon, en fait c'est simple, tu as 4 vis de pare-chaleur, sur les 4 vis, il y en a à chaque fois 2 qui ont pété sur chaque collecteur. Donc c'est pas fou de refaire tenir le pare-chaleur avec 2 vis seulement. Qui plus est, les fixations entre les collecteurs et les catalyseurs, elles sont vraiment archi rouillées. Ouais, ça va être compliqué. Moi qui voulais remettre de la visserie propre, ça va être très très compliqué. Sur les 2 catalyseurs, j'en ai un qui est complètement mort. En fait, tu prends, c'est le maracas, le truc. T'as un gros bloc à l'intérieur, donc je pense que c'est le cœur du catalyseur, mais on dirait vraiment un bout de bois. Et en fait, il tient plus, il est mis de côté.
On dirait vraiment un bout de bois. Donc pour le coup j'hésite soit à en fait le massacrer avec je sais pas un forêt ou quoi pour vider le catalyseur et tourner avec un catalyseur vidé sur les deux. C'est gitant, j'aime pas avoir ce déséquilibre entre les deux bancs de cylindres, mais ça peut être un compromis pour faire un peu plus de bruit tout en passant encore à peu près au contrôle technique, mais encore je suis même pas sûr. Donc dans le doute, j'ai demandé à ma casse qui juste à côté de chez moi, qui il se trouve à une 350Z. Ils y ont pas touché depuis perpète, mais ils ont une 350Z en stock. Donc du coup j'ai demandé des pièces, notamment ces pièces-là. Et je les ai demandées il y a plusieurs mois maintenant. En fait la caisse, si tu veux, ils l'ont depuis un bail, et ils n'y ont pas touché depuis un bail, elle est là. Et il n'y a personne qui demande jamais des pièces pour cette caisse-là, en tout cas chez eux. Ou ils ont peut-être jamais voulu en fournir, je sais pas. Et donc du coup en fait ça fait plusieurs mois que je leur dis et ils me disent ouais bah, il faut qu'on aille rechercher la caisse, elle est là-bas au fond, mais ouais t'inquiète on te fait ça. Et je dis ouais bon vas-y t'as le temps, le moteur, je viens à peine de le sortir, voilà je vais pas le remonter tout de suite. Seulement ça fait 6 mois. Et bah ouais là je commence à lui dire écoute copain t'es gentil mais tu me dis que t'as pas le temps, mais là ça fait quand même 6 mois que je te le demande, ça commence à urger parce que là moi je veux remonter mon moteur. Et en soi, si j'avais ces pièces là de la casse, je pourrais globalement remonter le moteur dans la baie ce week-end. Le carter d'huile, je suis pas obligé de l'avoir pour remonter le moteur. Au pire, si je veux pas prendre de risque de toucher la crépine d'huile, je mets un de mes carters qui traîne ici. Enfin voilà, je peux remonter ce moteur ce week-end. Je peux le remettre dans la baie. Il sera pas redémarré ce week-end, mais il sera au moins dans la baie. Ce qui est une bonne partie du boulot, parce qu'après, il y a quand même du taf, parce qu'il faut renquiller la boîte, il faut remettre l'embrayage devant un moteur, il y a encore du taf. Il faut tout remettre après, il faut commencer à remettre la mission. Les plénums, je vais pas les remettre, parce que ça va m'embêter pour venir le prendre, le moteur. Donc ouais, mais encore que. Parce que quand j'ai sorti le moteur, je le tenais aussi via le plénum. C'est à voir, ça se discute là pour le coup, mais je vais pas tout remonter l'admission, ça c'est sûr. Donc ouais, il y a encore pas mal de taf, mais on y arrive. On y arrive et il y a moyen, ce week-end, il y a moyen. Tiens, il faut que je retrouve où est-ce qu'il va lui. C'est pas normal. Je l'ai zappé. Donc oui, il faudrait. Il pouvait me fournir ces pièces-là, voilà. Donc après là, deux solutions, soit ils peuvent rusher pour m'avoir ces pièces-là. J'ai de gros doutes, très franchement, j'ai de gros doutes parce qu'ils sont déjà de base, ils sont déjà très débordés. Mais je doute d'avoir, parce que ça veut dire qu'ils me filent les pièces demain, qu'ils les démontent demain. J'ai de gros doutes. Mais bon, soit. Et dans ces cas-là, ouais, il y a moyen de faire ça ce week-end, de remonter ça ce week-end. Soit ils n'ont pas le temps et ils me ramènent la caisse et moi je démonterai sur la caisse. Dans ces cas-là, pareil, il faut au moins compter une après-midi pour démonter ces pièces-là. Parce qu'il n'y a pas que ça, j'ai aussi demandé d'autres pièces. Parce que la Z est notamment équipée, leur Z est équipée d'un échappement sport. Il m'a juste dit que c'était pas l'échappement d'origine. Donc moi ça m'intéresse évidemment puisque j'ai un échappement d'origine, donc ça m'intéresse d'avoir un truc, vu que ce sera une voiture plaisir et de week-end, ce sera pas un daily. Enfin, pas... Au début ça sera un daily parce qu'il faudra la roder, et moi je fais pas mal de bornes pour aller au boulot, donc voilà, plutôt que de sortir un diesel pendant plusieurs semaines, je vais sortir la Z pour la roder, d'autant plus que c'est que de l'autoroute, donc voilà, ça va bien la faire tourner. Mais où est-ce que j'en étais, moi? Où est-ce que j'en étais? Donc oui, ouais, voilà, c'est pour ça que j'en étais là, c'est pour ça. Donc je disais, donc moi, après ça, une fois qu'elle sera rodée, elle sortira de temps en temps le week-end, ça sera pas non plus... peut-être éventuellement, ce serait vraiment le bout du monde si j'allais en vacances avec cet été. Donc voilà, en dehors du Merguez Tuning Show, je ferai pas d'autoroute avec, quoi. Donc je peux me permettre de faire un peu de bruit sans pour autant embêter tout le monde, etc. et s'attirer les foudres de la marée chaussée. Donc voilà, faut quand même être un peu... je peux me permettre d'être un peu plus que la normale en termes de bruit, mais pas trop non plus, faut pas abuser, faut pas déconner. Je vais pas faire le requin, un mec, une ligne directe, un straight pipe, comme ils appellent ça, ou des tomailles décatalysées,
ou des Nvidia Gemini Titan décatalysé, enfin ce genre de truc, tu vois, non, ça fait beaucoup trop de bruit, et c'est trop cher. 1000 € la ligne, je mets pas 1000 € dans une ligne d'échappement, ça c'est clair. Donc j'aime beaucoup par contre le bruit de la Fox, enfin, non c'est pas Fox, c'est Remus, pardon, Remus. C'est plutôt classé comme des lignes de kéké, mais j'aime beaucoup le bruit. J'aime beaucoup le bruit, j'ai un ami qui a une Z avec ce truc, avec cette ligne là, et j'aime beaucoup. Mais bon, elle est quasiment introuvable. Donc, et quand elle est trouvable, elle est super chère. Moins cher qu'une Tomaï hein, quand même, mais trop cher quand même. C'est-à-dire quand on s'approche des 4 chiffres pour une ligne d'échappement, moi je trouve ça trop cher. Il n'est pas justifié. Bref, je préfère mettre une valve et, et voilà, je serai tranquille et j'aurai plus de flexibilité et bah, ça me coûtera beaucoup moins cher. Mais je m'égare, donc voilà, bref, entre autres avec les autres pièces, mais il faudra compter à peu près une demi-heure de boulot, une demi-journée de taf minimum pour sortir les pièces de cette Z. Si les collecteurs ils viennent à peu près facilement et les katas c'est pareil, si ça vient facilement, le reste, ça devrait faire. Le reste c'est des petites pièces, je veux dire l'échappement, le mec qui va venir avec son Clark, qui va lever la bagnole, poum 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 poum, 3 coups de péteuse, le silencieux il sort. J'ai pas besoin de la ligne complète, le Y-Pipe c'est déjà pas un Y-Pipe d'origine sur la mienne. Donc il fait déjà un peu plus de bruit que l'origine. Voilà, le reste de la ligne je le laisse d'origine. Juste le silencieux je le change, c'est tout. Je verrai, peut-être que j'irai jusqu'à faire une suppression d'intermédiaire, mais à mon avis ça sera trop bruyant. Suppression d'intermédiaire, plus Y-Pipe non d'origine, plus silencieux sport, à mon avis ça fera trop de bruit. Mais voilà. Parce qu'après t'as le bruit mais t'as les résonances et tout, t'as les harmoniques. Bref, je raconte ma vie, on s'en fout, c'est pas intéressant. Mais voilà, donc tout ça pour dire que c'est peu probable que ce moteur retourne dans la baie ce week-end. Le week-end prochain, normalement, là par contre, faut pas déconner. Ouais, il y a moyen que le week-end prochain, la semaine prochaine, il y a vraiment moyen que ça se fasse. C'est bête parce que là, ce week-end, j'avais de la manœuvre pour m'aider à remettre le moteur en baie. Parce que je t'avoue que je vais du coup remettre moteur, boîte. Et en fait, ce que je compte faire, c'est rentrer le moteur boîte comme ça, tu vois. Donc, on va dire que tu as la baie qui est comme ça. Je compte la monter, la descendre comme ça. Après, redresser à peu près comme ça, tu vois. Pour, en fait, ici, en fait, le but, ce serait d'enquiller la boîte dans l'arbre de transmission. Et une fois que ça c'est fait, ça c'est plus critique en fait, parce que ça va me demander de faire des allers-retours à chaque fois entre bien remettre l'arbre et tout. Une fois que l'arbre est bien remis dedans, le moteur je peux le reposer après sur donc les supports moteurs seront montés, je peux le reposer dans la baie. Et là après c'est bon, la chier va les libérer et voilà, je remonte les supports de boîte, les machins, je fais tenir la boîte sur un cric évidemment, mais voilà, après je peux sur un cric ou une chandelle, peu importe. Et là après voilà, je peux vraiment bosser, commencer à tournoter. Et là, il va falloir que je fasse ça à ma mémoire parce que ça fait 6 mois que je l'ai sorti ce moteur quasiment. Ouais, ça commence à... Il y a plein de trucs que j'oublie. Bref, pour cette vidéo là, ça va être tout. Je vais pas rajouter plus de choses. C'est déjà assez chargé, je pense. Donc voilà, on continue le boulot.